Bonjour à tous, bienvenue dans le Magason sur Radio Sensation. Nous allons revenir aujourd'hui sur les principales délibérations de la séance publique du conseil départemental qui s'est tenue le 28 mars à Évry-Courcouronnes. Les conseillers départementaux ont notamment voté un nouveau schéma directeur concernant la sécurité et la prévention des violences et de la délinquance. La sécurité, ce n'est pas une compétence départementale. Pourtant, depuis 2018, le département a lancé une politique publique en la matière. L'objectif, accompagner les communes en matière de prévention et l'État en investissant par exemple dans des équipements de vidéoprotection. On écoute tout de suite Alexandre Touzé, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, en charge de la sécurité et maire de Saint-Yon. L'idée de départ, c'était faire face à une montée des violences dirigées contre les personnes assez impressionnante en France, mais aussi les violences spécifiques que nous constatons en Essonne, violences concernant les mineurs qui peuvent être à la fois auteurs ou victimes. Ça concerne les RICS, la prostitution des mineurs, le harcèlement, et ça concerne aussi les violences intrafamiliales, puisque malheureusement notre département est très touché. Donc nous avons souhaité, même si ce n'est pas notre compétence, déjà lors du précédent mandat, instaurer une politique publique pour accompagner à la fois les communes en termes de prévention et l'État en termes de sécurité. L'accent sera mis sur la prévention des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes et sur les jeunes. Alexandre Touzé. Alors il y a le public, je dirais malheureusement classique, qui concerne toutes les violences intrafamiliales. Nous continuerons à apporter notre soutien à la prévention et à la lutte contre les violences conjugales, mais aussi avec une focale particulière concernant les enfants, les violences liées à l'inceste et les violences liées au fait d'être témoin ou victime directe par coup de ces violences conjugales. Et puis la deuxième partie qui est pour nous tout à fait importante, c'est un volet 10-14 ans à travers 3 dispositifs que nous souhaitons mettre en place. Un catalogue de sensibilisation, d'actions de formation en direction notamment des collégiens, un redéploiement de la prévention spécialisée sur cette tranche d'âge des 10-14 ans et la prévention de la délinquance. Et puis troisième élément, une expérimentation de la médiation scolaire pour essayer d'apaiser le climat à l'intérieur et à l'extérieur des établissements. Une expérimentation sera lancée à la rentrée 2022 dans certains collèges. Des médiateurs scolaires seront recrutés par le département pour faire de la prévention au sein des établissements, comme nous l'explique le maire de Saint-Yon. Donc c'est un dispositif qui vise à recruter au niveau du conseil départemental des médiateurs scolaires, à les positionner au sein de l'établissement. Ça nécessite donc un fort partenariat avec les collèges. C'est une expérimentation qui concernera quelques collèges et qui vise en fait à développer des actions de prévention à l'intérieur même du collège en partenariat fort avec la communauté éducative. Damien Alouche, membre du groupe Naturellement l'Essonne, l'opposition au conseil départemental, aurait aimé que cette initiative concerne également les élèves en CM2, les 9-13 ans. La majorité propose 10-14 ans. Moi, je suis plus sur les 9-13 ans. Alors, la différence peut être considérée comme minime, mais elle n'est pas tant que ça, puisqu'en fait, à 9 ans, on est encore en CM2. À 10 ans, on est souvent déjà en 6e. Et en fait, c'est bien souvent le passage du CM2 à la 6e qui peut amener parfois des petites problématiques. Et donc, et sur les 9-13 ans, on voit, nous, dans les communes, une baisse de fréquentation dans le périscolaire. Et donc, c'est à 9 ans que ça commence à se percevoir. Et donc, on se dit que c'est à partir de 9 ans qu'il faut commencer à agir. Le nouveau schéma directeur a été tout de même voté à l'unanimité. Damien Alouche, maire d'Épinay sous Sénart, note une évolution dans la manière de travailler avec la majorité. Elle peut s'expliquer, cette évolution, par le contexte de violence qui a particulièrement marqué le territoire et l'Essonne il y a maintenant plus d'un an. Il y a de ça un peu plus d'un an maintenant, le département de l'Essonne a vécu 2 drames, un jour après l'autre. Il y a 2 gamins qui sont décédés dans le cadre de RICS. Et je pense en vrai que nous avons changé un peu notre façon de travailler et qu'on est sorti un petit peu des dogmes qui peuvent caractériser les uns et les autres, et que nous avons travaillé réellement sur le terrain tous ensemble, au-delà d'ailleurs de nos étiquettes politiques. Ce qui nous a amené à penser différemment, à travailler différemment, et que du coup on était dans l'obligation et morale et politique de trouver des solutions de manière concrète ensemble. Et dans ce que je lis de ce qui est proposé dans le cadre du schéma,
je m'y retrouve, l'opposition, la minorité s'y retrouve aussi. Alors effectivement, il y a 2-3 petites choses à la marge qui sont à retravailler de notre point de vue. On peut aller encore plus loin sur différents éléments, et l'État et le gouvernement doivent pouvoir prendre sa place. Mais en tout cas, s'agissant de la politique départementale, elle va dans le bon sens, puisqu'elle fait appel, encore une fois, à l'intelligence collective, et nos jeunes et nos quartiers, aujourd'hui, en ont besoin. Autre délibération votée ce 28 mars, le nouveau pacte Solidarité Essonne qui concerne l'insertion et l'emploi pour la période 2022-2026. Vous le savez, ce sont les départements qui gèrent le revenu de solidarité active, le RSA. Dany Boyer, vice-présidente du conseil départemental de l'Essonne en charge de la solidarité et de l'insertion, nous explique les objectifs de ce nouveau pacte. Les objectifs, c'est avant tout de encore mieux accompagner nos bénéficiaires du RSA. On a vu qu'il y a entre guillemets 3 catégories. Il y a des gens qui sont vraiment sociales, d'autres qui ont un niveau social. Alors ces gens-là, il faut vraiment qu'on essaye de les tirer, de ne pas sortir dans la précarité. Donc voilà, il va y avoir un accompagnement encore plus approfondi, mais vraiment social. Il y en a une deuxième partie, donc ça représente environ 8000 personnes. On a une autre catégorie de social qui est plutôt axée vers l'emploi, ce qui correspond à environ 16 000 personnes. Et ces gens-là, en fait, on va les prendre en charge, comme ça s'est déjà fait à Brétigny, tout de suite par des coachs, et on va essayer de les amener le plus vite possible vers l'emploi. Donc on va avoir des coachs pendant 3 mois avec des contrats qui sont renouvelables. On pourra refaire 3 mois pour essayer de les orienter très vite vers l'emploi. Et on a une troisième catégorie qui est vraiment au niveau de l'emploi. Donc ça, c'est des personnes 25 ans, 35 ans qui peuvent aller rapidement sur l'emploi. Et là, ils sont orientés directement sur Pôle emploi. Et là, voilà, ces gens-là, on n'a pas beaucoup de difficultés logiquement à les mettre à l'emploi. Donc par contre, on continue de travailler énormément avec toutes les entreprises. Vous savez qu'on avait lancé Job 91, donc on continue au niveau du développement économique et des associations qui peuvent mettre en place des ateliers au niveau des entreprises essonniennes. Là, je vois, la semaine dernière, j'ai assisté avec Enedis, où ils avaient en charge des personnes bénéficiaires du RSA pour les remettre à l'emploi, valoriser ce qu'ils font. Donc, toutes les petites actions comme ça qu'on pourra entreprendre pour les amener à retrouver du travail, voilà, c'est à ça qu'on s'attelle. On a également mis en place le tour de l'Essonne pour voir avec les élus quel est le problème quand on rencontre une personne en très grosse difficulté, comment l'orienter, comment bien l'orienter, comment les aider. Voilà, que ce soit les personnes très sociales à des personnes qui sont prêtes à peut-être basculer vers l'emploi rapidement. Damien Alouche salue le travail mené par la majorité sur la question du RSA et il se satisfait que l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée ait été amendée. Le RSA, c'est finalement éminemment technique, stratégique, et loin finalement des considérations qu'on a pu entendre la semaine dernière ou il y a 2 semaines de différents candidats sur le RSA. Les mécanismes amenant une femme ou un homme à toucher le RSA et la manière dont ils ont de s'en sortir est bien plus complexe que ce qu'on peut laisser imaginer. Et le travail de fond qui a été mené par les services et par les élus, notamment Dany Boyer, je le dis, c'est un travail sérieux qui a été mené en dehors justement du dogme des allocataires du RSA qui seraient à rien faire, à toucher de l'argent public sans rien faire. Or c'est bien plus compliqué que ça. Et notamment, on a fait inclure dans cette délibération l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée qui traite la question des personnes éloignées de l'emploi, dont font partie les allocataires du RSA, sous l'angle de la dignité. Et donc, sachant qu'ils ont accepté cet amendement, eh bien, ça veut dire que, pour moi en tout cas, c'est un signe comme quoi ils comprennent le fond de la question de la dignité sur les allocataires du RSA. Et donc, en lien avec les services et les élus, bien évidemment, nous, on a voté pour cette délibération. Il sera bientôt possible de se baigner à nouveau dans la Seine. Le département porte un projet de reconquête de la baignade en Seine-Essonnienne. Rissorangis, Étiole, le Coudray-Monceau, Soisy et Corbeil seront les 5 sites précurseurs d'ici à 2024. Le projet global coûtera 27 millions d'euros. Le département, lui, y participera à hauteur de 2,38 millions. Les précisions sur le projet avec Nicolas Méhari, vice-président du conseil départemental en charge de la biodiversité et de la transition écologique.
C'est une ambition que nous portons au niveau du conseil départemental avec nos nombreux partenaires. Ça part d'une idée simple, c'est que la Seine est au cœur de notre territoire et qu'on a envie de pouvoir se baigner dans la Seine. Depuis bien longtemps, ça ne se fait plus de manière officielle, même si on voit ici ou là des gens qui vont se baigner en dehors d'un cadre légal. Nous voulons simplement retrouver cette pratique-là qui existait il y a bien longtemps, retrouver cette possibilité de se baigner en Seine. Et derrière cela, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail d'abord pour restaurer la qualité sanitaire, bactériologique de l'eau. Donc cela nécessite d'avoir un plan d'action, de travail, des actions concrètes qui sont mises en œuvre pour pouvoir éviter les pollutions diverses qui pourraient avoir lieu. Et puis derrière, c'est aussi un travail, une ambition écologique sur la restauration des continuités écologiques et la lutte contre l'artificialisation des berges de Seine. Nous pensons qu'il faut, avec les partenaires, les communes, les intercommunalités, les différents syndicats, contribuer à la renaturation, à la désartificialisation des berges de Seine. Et puis, au-delà de cette ambition écologique, c'est aussi une volonté d'aménagement du territoire pour permettre, sur la base de ce projet de reconquête de la baignade en Seine, aux communes, aux intercommunalités, aux syndicats, de se réapproprier les berges de Seine, d'en faire un lieu de vie, un lieu convivial, un lieu de rencontre également. L'axe Seine est un axe majeur de notre département. C'est à cela que ce contrat de territoire environnement-climat contribue. En raison des conditions climatiques extrêmement mauvaises, en 2021, les apiculteurs de la région Île-de-France ont connu en moyenne une perte de production de 70%. Pour les aider, le conseil départemental a mis en place une aide de 2 000 € par apiculteur. On écoute tout de suite Guy Cronier, président délégué à l'agriculture au sein du conseil départemental de l'Essonne. Il est vrai que les épisodes climatiques de l'année 2021 ont été dramatiques par rapport à la floraison des plantes, un gel tardif, puis après une période avec des pluies intempestives qui étaient assez fortes et qui ont privé les abeilles de pouvoir butiner des fleurs. Et donc ça a été pour la plupart des apiculteurs pratiquement 70% de pertes tout au long du printemps et de l'été. Donc les apiculteurs essonniens, alors on s'attache à soutenir les professionnels, parce que vous savez aussi que le monde de l'apiculture, il y a beaucoup d'amateurs. Et là, je passe aussi un petit message en disant que il faut être amateur, c'est très bien, mais il faut aussi en même temps se former, parce que offrir à son papa pour la fête des pères une ruche, c'est un beau geste, mais si ça ne se fait pas n'importe comment, et si on fait mal les choses, on peut aussi être nuisible à l'activité des ruchers professionnels. Voilà, donc ces producteurs, il n'y a pas énormément de producteurs professionnels, d'apiculteurs professionnels en Essonne. On en a dénombré 14. Mais avec des ruchers importants, donc une activité relativement soutenue, avec une très belle production. Et puis, évidemment, l'apiculture fait partie de tout un écosystème essentiel à la biodiversité et qui sert aussi à tous les agriculteurs. Donc cette aide, elle sera sans doute la bienvenue. Alors vous savez aussi que il faut s'encadrer avec ce qu'on appelle les minimis, c'est-à-dire que les producteurs agricoles n'ont pas le droit de toucher plus d'un certain nombre d'aides publiques. Et donc certains professionnels ont déjà été aidés par d'autres systèmes, et il faut justement faire un recoupement avec les services de l'État pour bien cibler les apiculteurs qui seront bénéficiaires de cette aide fléchée. En gros, on a déterminé environ 2 000 € d'aide par apiculteur, avec une bonification pour les jeunes installés de moins de 5 ans, pour qu'ils puissent, parce que ceux-là n'ont pas encore le retour sur leur investissement et ont besoin d'un peu plus de soutien. Le Mag Essonne touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. La prochaine séance du conseil départemental se tiendra le 23 mai prochain. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.